Lydie, qu'est-ce que tu fais? Ah, alors, je suis dans mon petit moment nostalgique. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est là où j'ai fait mes années collège. Et le collège porte le nom de Anna Garça Mayad. Et c'est une des personnages du coup, que je vais vous parler aujourd'hui dans l'épisode 2 des presque oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Pour la petite histoire, c'est un de mes professeurs au 6e, 5e qui m'avait parlé d'Anna Garça Mayad. Et c'est là par la suite que je me suis dit ça peut être intéressant de faire une vidéo sur YouTube. Il y a 2 ans, j'ai fait aussi une représentation de danse où j'interprétais moi-même Anna Garça Mayad. Donc, il est important pour moi de vous raconter son histoire. Anna Garça Mayad est née le 17 janvier 1897, ici à Pont-Gibaud, dans sa maison familiale, celle des Mayad. Son père était Émile Mayad. Il est maréchal ferrant et sa mère était Félicie Lamadon, qui était modiste à Paris. Elle avait un lien très fort avec sa mère. Comme je vous l'ai dit, elle avait perdu sa sœur à l'âge de 30 ans à Maisons-Alfort, puisqu'elles avaient une propriété aussi à Maisons-Alfort, en région parisienne. Et Anna s'est retrouvée seule avec sa mère. Et puis la séparation de ces années de prison et de déportation, presque 4 ans au total, en laissant sa mère seule ici à Pont-Gibaud, vraiment elles avaient une relation très fusionnelle toutes les deux. Anna Garça Mayad a passé son enfance de sa naissance en 1897 jusqu'à 1915 ici à Pont-Gibaud. Passionnée d'art depuis son plus jeune âge, Anna Mayad, à 18 ans, part à Paris en 1915 pour faire des études d'art dans l'École nationale d'art décoratif sous la direction de Eugène Morand. Et pour améliorer sa technique artistique, elle va faire de nombreuses rencontres de grands artistes comme Maurice Utrillo, Suzanne Valadon et encore plein d'autres. Et avec eux, elle peignait beaucoup. Oui, toutes les fois que je pense à Montmartre, je suis dans la joie. J'habitais avec ma tante, Madame de Paquis, rue Saint-Vincent, à côté du Lapin Agile. Nous avions une petite chambre au rez-de-chaussée et Maurice Utrillo et sa maman habitaient au premier. Nous étions donc de grands amis. Souvent, j'allais peindre avec Maurice. Mais les enfants lui lançaient des pierres, enfin tout ça, c'était impossible. On se moquait de lui, le pauvre. Alors, il a pris des cartes postales et puis peignait d'après les cartes postales. Si, elle nous parlait beaucoup de Maurice Utrillo, beaucoup. Et elle ne devait pas se marier avec eux? Si. Voilà. Alors, elle, le mariage, non. Oui. Mais la mère de Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, qui était une peintre aussi, une femme peintre connue, voulait absolument marier Anna à son fils Maurice. Ils habitaient le même immeuble. Oui. Et Anna disait « Ah non, moi je veux pas me marier ». Et puis elle disait « C'était pas possible, il buvait beaucoup trop, il buvait. Il passait ses journées à boire ». Ça ne lui a pas enlevé son talent, hein. Oui. C'était, je crois, une vie très difficile pour les peintres. Ouh, extrêmement difficile, mais il y avait une solidarité remarquable, une grande solidarité. Lorsqu'il y en avait un qui vendait une toile, un bon prix, et bien tous participaient. Je sais pas comment dire, moi. Tous participaient à l'aubaine. À l'aubaine, oui, vous voyez les mots méchants. Et bien oui, tant que ça durait, et puis voilà. Elle était quand même élève dans l'atelier de Marguerite Carpentier, qui était une femme connue, reconnue, qui avait un atelier de femmes artistes, qui la suivait beaucoup. Il y a des photos. Et Marguerite Carpentier était une femme aussi très libérée. Dans ses mœurs, c'était une femme homosexuelle, et pour l'époque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Est-ce que du coup sur le tableau qu'il y a
l'artiste Carpentier, c'est bien elle qui est représentée sur le tableau. Alors, on dit que c'est Anna qui serait vue de dos, nue, puisque dans les carnets de Marguerite Carpentier, numéro, je sais plus, Maillade, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est Anna qui a fait ce tableau? On peut se poser la question. Est-ce que c'est elle qui pose? Est-ce que c'est elle le modèle ou est-ce que c'est l'auteur? Je ne sais pas. Vous avez été l'élève de Renoir. Ah, Pouvez-vous oui, nous oui. parler de son enseignement et nous dire un peu quelle sorte d'homme il était? C'était un homme très sympathique, petit, assez maigre, une petite barbiche là. Il avait les mains tout à fait. Il avait des rhumatismes quoi. Il marchait péniblement. Et c'était pendant la guerre de 14. Notre directeur a dit ben écoutez, parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient mobilisés. Eh ben, vous allez avoir pendant quelque temps le maître Renoir. Alors voilà, maître Renoir qui vient nous donner des cours de croquis. Ouh, à partir de ce moment-là, il n'avait aucune pédagogie, mais celles qui comprenaient les mettaient en avant, celles qui ne comprenaient pas les mettaient derrière, et ainsi de suite. Et puis il nous déplaçait à mesure qu'on comprenait ou qu'on ne comprenait pas. C'est à partir de ce moment que nous avons fait d'immenses progrès. C'était un excellent professeur. Ah oui. Pas le sens de la pédagogie, mais alors on comprenait parfaitement. Et nous avons eu le grand professeur, le grand docteur Richet, comme professeur d'anatomie, aux Beaux-Arts. Et aux arts décoratifs, l'écrivain Morin, Paul Morin, un homme d'une distinction parfaite. C'est tous les souvenirs. Si j'avais été riche, je vous affirme que j'aurais continué vraiment dans la peinture. Vraiment, mais seulement comme mes parents n'avaient pas les moyens, il fallait un métier. C'est pour cela qu'ensuite, elle va faire des études pour devenir professeure de dessin. Elle va avoir son diplôme en 1923 et à 31 ans, en 1928, elle commence à enseigner à Épinal dans le collège de jeunes filles sous le nom de Madame Maillade ou aussi de Mademoiselle Maillade. Mais aussi, elle va revenir régulièrement à Montmartre, déjà pour une première raison, c'est parce qu'elle militait clandestinement avec le parti communiste dirigé par Maurice Dorez à l'époque, et elle va donner une forte importance à ce parti tout au long de sa vie. Et aussi, elle va faire une rencontre à Montmartre et à Paris principalement de Léon Ernest Garcin, un ancien soldat né en 1890. Et ils vont se marier en 1936 à Paris. Et elle avait 39 ans. Alors son mariage, elle nous en parlait beaucoup avec des grands éclats de rire aussi. C'était une épopée, cette histoire de mariage. Anna avait une sœur qui était de 3 ans son aînée, mais qui est décédée à l'âge de 30 ans. Donc Anna était donc se retrouvait fille unique et sa mère étant aussi veuve portait peine pour l'avenir de sa fille Anna et voulait absolument la marier. Donc toute la famille du côté de sa maman voulait la marier pour une certaine sécurité. Et Anna ne voulait pas du tout entendre parler de mariage. Elle avait connu la liberté, elle avait connu la folie, et pas question pour elle de mariage qui, à l'époque, était quand même un asservissement à l'homme. Hein. La femme n'avait aucun droit. La femme était sous tutelle de son mari à ce moment-là. Donc pour Anna, il en était hors question. Et on pense que Anna n'a jamais consommé ce mariage en plus. D'accord. Donc elle en parlait avec beaucoup d'humour. Et quand elle disait à sa mère et à sa tante, non, hors question de me marier, sa mère et sa tante répondaient, mais Anna, on t'a trouvé quelqu'un. Et en plus, c'est un monsieur impuissant. Oh, ben s'il est impuissant, encore pas, j'en veux pas. Avec des grands éclats de rire, parce que pour elle, le mot impuissant signifiait qu'il était handicapé et qu'il ne pouvait rien faire, pas porter rien. Donc, en plus, j'en veux pas. Et elle nous racontait ça avec des grands éclats de rire, parce que bien sûr, elle a su par la suite ce que voulait dire le mot impuissance. D'accord. Mais de sa vie avec Léon Garcin, elle préférait garder son nom de jeune fille qui était Anna Maillade, et elle a signé toutes ses toiles, soit de son numéro de déporté quand elle a
peint la déportation, soit de son nom de Mayad avant. Il y en a un par contre qui est marqué Anna Garcin. C'est possible. Voilà. Mais c'était sûrement un brave homme. Hein. Oui, sûrement. C'est intéressant de rajouter que juste après leur mariage, il y a eu un contrat de séparation de biens. C'est pour cela que Monsieur Garcin va vivre à Paris et elle à Épinal, séparément. Et même par la suite, ils vont jamais habiter ensemble dans la même maison. Mais ils ont quand même le rôle de mari et femme. Charles de Gaulle fait une annonce à la radio le 30 octobre 1944 où il dit qu'il faut faire une minute de silence pour les déportés et les résistants à 4h de l'après-midi le 31 octobre. Et malheureusement pour Anna, c'est le jour où tout bascule. Le 30 octobre 1943. Et par qui avez-vous été arrêté? J'ai été arrêtée par un Français, par des Français, c'est-à-dire à la suite d'une manifestation anti-allemande. Le général de Gaulle, nous écoutions la radio de Londres presque tous les soirs. Le général de Gaulle avait donné ordre d'observer 5 minutes de silence dans tous les établissements scolaires, etc. Et à ce moment-là, j'avais la classe de première. À 4h, 2 élèves viennent vers moi et me disent « Madame, êtes-vous avec nous pour la manifestation ?» Mais oui, mes enfants, je suis avec vous. Et nous avons manifesté 5 minutes. Pendant ce temps, 2 élèves sont sortis de la salle et claqué la porte et ont été dénoncés la manifestation. Tout de suite, on m'a mise en prison. On n'a pas réquisitionné chez moi, on m'a mise en prison à Épinal. Et vous y êtes resté combien de temps? Du 30 octobre 1943 au 1er mai 1944. Et comment êtes-vous sorti de la prison? Avez-vous été libéré? De la prison française? Oui. Ah non, j'ai fait plusieurs prisons. J'ai été d'abord à le tribunal spécial à Nancy, ou alors on m'a condamné à 5 ans, c'est-à-dire à 18 mois de prison pour manifestation anti-allemande. Et les Français m'ont condamné à 5 ans pour mes activités communistes. Anna Garcin Mayad va être ensuite internée le 2 mai 1944 au camp de Romainville en Seine-Saint-Denis à Paris. Ce camp était un camp d'internement où les femmes étaient enfermées pour ensuite être déportées. Pouvez-vous raconter ce qu'a été votre voyage? Oh, le voyage a été terrible. Nous étions dans des camions à bestiaux. Je crois qu'il a duré 2 ou 3 jours. Là, c'était lent. Le train s'arrêtait à chaque instant. Nous étions les unes sur les autres. Mais il y avait les cheminots sur la voie. Ah oui. Il y avait les cheminots sur la voie. Et alors, ma foi, comme en prison française, on avait le droit d'avoir du papier à lettres et tout ce qu'il fallait. Moi, je n'avais pas de timbre. Alors, j'ai écrit quand même, et j'ai dit, écoutez, cheminot, si vous voulez-vous avoir la bonté d'envoyer ma lettre, mes parents, à mon écriture, comprendront et paieront les frais. Et ma mère et mon mari ont reçu la lettre, timbrée. Aussi, une très grande reconnaissance aux cheminots. Et grâce à eux, grâce aux cheminots, mes parents ont su que j'étais en Allemagne. C'est toutes les nouvelles que j'ai pu leur donner jusqu'à la libération. Quelle a été votre arrivée en Allemagne? Que vous attendiez? Comment s'est passé l'arrivée, le passage de la frontière? En prison française, alors à chaque station, nous avions la Croix-Rouge qui nous distribuait du bouillon. Nous pouvions aller vider les excréments. Bon, mais après la frontière allemande, l'Allemand nous dit « Maintenant, vous êtes chez les Boches ». Par la suite, le 16 mai 1944, Anna va être ensuite déportée au camp de Ravensbrück jusqu'en février 1945. Pourriez-vous nous faire un récit de votre séjour en déportation avec quelques-uns des événements marquants de cette période? Un des événements marquants de cette période, c'est naturellement tous ces travaux forcés, tous ces travaux pénibles que nous avons vécus. Encore, j'ai été désignée à vérifier des condensateurs électriques
Et ma foi, comme je travaillais la nuit, il y avait ce qu'on appelait les anarchistes, une semaine la nuit, une semaine le jour, j'étais trop fatiguée. Un beau jour, avec une Allemande, les condensateurs, au lieu de bien les tenir, j'avais beau dire, ah, attendez, elle ne me comprenait pas. Toutes les porcelaines ont été massacrées. Au lieu de les tremper dans le trichloroéthylène, eh ben, elles sont brisées. L'Allemand vient vers moi et dit, sabotage, crématorium. Bon. Et alors, je n'avais plus le droit au travail, je suis restée au camp. En attendant, mon sort. Et vous êtes resté combien de temps à attendre d'être fixé sur votre sœur? Je ne peux pas vous dire, mais enfin quelques jours. Je disais, on m'a oublié, puis un beau jour, après l'appel, 39 119. Ah. Alors c'était moi. Je tourne vers mes camarades, je dis le mot Pongibo. Elles ont su ce que ça voulait dire. Vous le direz, c'est tout. Et tout d'un coup, le Boche est venu avec un grand bateau, m'a donné un coup. Maintenant, je ne sais pas ce que ça signifiait, mais il y en avait qui étaient à droite de l'Allemand et d'autres à gauche. Je me trouvais soit à droite, soit à gauche, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, ils ont dû trouver que j'étais pas suffisamment malade pour être brûlée. Ils m'ont donc transféré dans un camp de la Morlande, c'est-à-dire à Rechlin. Oh là, c'était un enfer, Rechlin. À Ravensbrück, Anna rencontre une certaine Marguerite Paulette Pradel, qui était originaire de Tulle, Gabriel Goudou, qui était originaire de Brive et qui avait le matricule 39.115. Tu sais, quand j'étais petite, j'épluchais souvent les patates avec ma mère. C'était la même chose avec moi quand j'étais petite. Ouais. Et pour te dire, ma mère, elle me manque énormément. Et quand je sors de cet enfer, je vais directement la voir. Je suis d'accord avec toi, je ferai pareil. Et ce truc, c'est qu'il faudrait qu'on témoigne de ce qui se passe ici, là. C'est vrai, oui. Tu sais comment tu pourrais témoigner? Je sais pas. Eh bien, tu pourrais continuer à dessiner. T'es sûre? Ouais. Je remarquai près de la route un petit chemin qui me semblait familier. Je me suis mise à le suivre. Et tout à coup, sur la route menant à Pongibo, mon pays natal, toute heureuse, j'ai couru jusqu'à ma maison. Et j'ai ouvert la porte et me suis jetée dans les bras de ma pauvre mère qui pleurait de joie. Oui, c'est moi. Je reviens te voir et je reviendrai tous les jours te revoir. Toute ma misérable vie dans le camp. Non, disait ma mère, reste ici. Ne t'en vas plus. Reste avec moi. Et elle me serrait dans ses bras, me couvrant de baisers. En hâte, je lui ai expliqué qu'il fallait que je parte. Il fallait que je sois de retour avant que la sirène sonne l'appel au camp. Car si je ne rentrais pas, tout le bloc serait puni. Et je l'embrassai, lui disant, je reviendrai souvent te voir. À ce moment-là, la sirène a hurlé. J'ai sursauté de mon chalet et ouvrant les yeux, je me suis vue sur mon misérable grabat. 10 ans, je suis là, est-ce possible? Je suis là, je suis encore là. Ma compagne, ma chère Popo, Madame Pradel, atterrée, me croyait devenue folle. Mais oui, tu es là, avec nous, avec moi. Calme-toi, j'ai alors compris cette horrible réalité. Je ne reverrai plus jamais ma mère. Ne rien de tout ce que j'avais aimé. J'étais là pour y mourir un peu chaque jour. Eh bien voilà ce qui a été le plus grand choc de ma vie. Et si aujourd'hui je suis à même de raconter cet horrible rêve, c'est grâce à la générosité de cœur de ce beau pays qu'est la Suède pour les soigner. Ils étaient obligés de brûler les vêtements des détenus car il y avait plein de maladies. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les poches de Anna? Il y avait ses dessins qu'elle avait dessinés lors de sa déportation.
Donc il n'y avait plus de témoignages pour qu'elle témoigne de tout ça. Et je me souviens, moi, ce soldat me mettait la couverture, je la retirais, il me remettait la couverture, je la retirais. Je ne pouvais pas supporter la couverture. Et ainsi de suite. Et du point de vue psychologique, qu'est-ce que les Suédois ont fait pour vous? Les conférences. Je crois que vous avez eu des films sur la libération de Paris. Ah oui. Alors, pour nous distraire, un mois après, on nous a montré des films sur la libération de Paris. Eh ben là, nous sommes restés indifférentes. Nous avons regardé ce film. Forcément, nous avons vu des êtres humains qui allaient, qui venaient. C'est tout ce que nous avons remarqué, c'est tout. Nous avons entendu de la musique, mais peu importe. On entendait chanter les soldats allemands, les prisonniers allemands. Ça ne nous faisait rien. Ensuite, on nous a montré quelques images de la Laponie. Et ce qui nous a impressionné toutes, c'était une Laponaise, une Lapone, je ne sais pas comment on dit, qui était dans sa maison, dans sa cuisine probablement, à la lueur d'une lampe à pétrole, elle a rangé des filets de poisson. Bon, tout d'un coup, voilà qu'un gros chat monte sur la table. Ouh, des bravos, à n'en plus finir. Nous étions folles de joie, mais folles de joie, de voir un chat, un animal. Vous voyez, hein, c'est quelque chose. Alors qu'ont fait les Suédois à ce moment-là? Ils se sont rendus compte que vous ne pouviez plus supporter la compagnie des hommes et ils vous ont choisi la compagnie des animaux. Et alors, on nous a mis dans un parc, il y a beaucoup d'écureuils en Suède, et alors nous étions heureuses de voir tous ces écureuils sur les branches, tout ça. On ne pouvait pas les attraper, ils étaient trop lestes. Et on a vu des hérissons, tout ça. Oh, quelle joie! Vous ne pouvez pas vous en faire une idée, ça c'est inimaginable. Inimaginable. Notre conversation était faite d'animaux, de chats, d'écureuils, tout ça, et on ne pensait pas du tout à l'être humain. Et vous êtes resté combien de temps en Suède? 2 mois. Et par la suite, son mari va essayer de la chercher aussi. Il y a un document où on voit qu'il a marqué de ses mains la recherche de sa femme. Ensuite, vous êtes rentrée en France tout à fait remise. Oh, pas tout à fait remise, mais enfin, en Suède, on nous a pesé, j'avais 42 kilos, le poids du squelette. Et en revenant de Suède, 15 kilos en plus. Et les Suédois nous ont équipés des pieds à la tête, tout neuf, vêtements neufs, une valise garnie d'aliments de toutes sortes, café, huile, etc. Enfin de tout. J'ai toujours cette valise. Je la garde en souvenir. Êtes-vous retournée en Suède depuis? Non, parce que je ne peux plus voyager, mais toutes les fois qu'il est question de la Suède, eh bien je lis et où je regarde la télévision et je suis contente. Alors son retour à Pongibo a été plutôt triste et inattendu, bien évidemment. Les moyens de communication que l'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Donc les déportés sont arrivés, elle est arrivée comme tous les déportés, par le train, renvoyée dans sa famille, et elle a débarqué à la gare de Pongibo un beau jour, sans qu'on l'attende. Donc il y avait un hôtel-restaurant qui existe toujours d'ailleurs, l'hôtel Le Guet, et Monsieur Le Guet a ramené Anna chez elle. Qu'il l'a reconnue du coup sur la quai du... Bien sûr, elle était bien sûr très amaigrie, très affaiblie, mais bien retapée quand même par son séjour en Suède, mais quand même bien affaiblie. Et donc elle a été ramenée, elle s'est fait connaître, et elle a été ramenée chez sa mère. Et sa mère, en la voyant, était folle de joie, mais aussi triste de voir le changement que ces années de captivité avaient opéré sur Anna. D'accord. Et à propos de sa mère qui était surprise, vous m'avez parlé l'autre fois qu'il y avait un des dessins qui pourrait ressembler à sa mère. Alors moi, j'ai vu ce tableau à plusieurs reprises, mais j'ai eu comme une sorte de révélation à Brive lors de l'exposition des tableaux d'Anna l'année dernière, où je vois en grand format ma grand-tante Alice, sa mère donc, tendre les bras avec un visage de stupeur, de frayeur, mais en même temps de joie. Et ce tableau-là, pour moi,
c'est la vision que Anna a eue de sa mère quand elle est revenue de captivité. J'ai eu mais ça a été flagrant pour moi. Anna Garcin-Maillade va reprendre du service en tant que professeure le 29 septembre 1945 à Brive et non pas à Épinal pour de nombreuses raisons. Et elle va y habiter avec son mari. Et son mari va malheureusement mourir en 60. Anna va aussi demander parfois à ses élèves de reproduire des postures similaires à ses souvenirs dans les camps pour pouvoir les reproduire les plus fidèlement possible. Et par exemple, avec son élève Elisabeth Turpin. Anna va revenir après pour sa retraite ici à Pont-Gibaud et habiter du coup dans la maison familiale des Maillades qu'elle connaît depuis toute petite. Alors Anna était une petite femme d'environ 1,55 m, toujours vêtue de noir, avec des robes qui n'avaient pas d'allure. On peut dire qu'elle n'était pas du tout coquette. Ça ne l'intéressait pas, la mode ne l'intéressait pas, les couleurs sur elle ne l'intéressaient pas. Elle vivait de noir, peut-être dû à cette période de déportation qui l'a complètement marquée. Et je pense qu'il y a eu deux Anna, celle après la déportation et celle avant, que j'ai pas connue, puisque bien sûr je n'étais pas née. Ensuite, Anna Garcin, là par contre, je l'ai peut-être plus connue parce qu'elle était très amie avec ma tante Marie et ma mère lui avait demandé que j'aille prendre des cours de dessin chez elle. Et là, j'y suis allée, mais vraiment, son atelier était plutôt lugubre. Et donc, elle me faisait un peu peur. J'avais 12 ans à peu près. Et je n'y suis pas allée très souvent, peut-être 2 fois. Je me souviens d'une petite femme très insignifiante, habillée toujours en noir, qui avait une bronchite chronique et je me souviens, elle crachait beaucoup, même dans la rue. Et soigné. Eh bien, premièrement, on nous a mis dans un pré. Après, il y avait aussi son côté rebelle qui, je me souviens, m'interpellait. Et à l'église, par exemple, elle rentrait comme dans un moulin et parlait très fort. Je me souviens d'une anecdote où elle appelait sa copine en pleine cérémonie et tout le monde se retournait. Et elle voyait pas ça comme embêtant pour elle. Elle va continuer de dessiner, de peindre ici dans son atelier chez elle. Et elle va signer ses tableaux avec son matricule, le 39.119. Alors son atelier, c'était un fouillis notoire, c'était un appentis qui était dans la cour. On poussait le portail, il y avait un appentis qui était accolé à la façade de la maison et tout vitré. Tout vitré pour la luminosité, pour la clarté, bien sûr, quand elle peignait. Et il y avait un empilement de tableaux partout, des peintures. C'était un véritable atelier d'artiste. Et je me souviens, moi, avoir vu dans cet atelier des tableaux empilés, dont des originaux de Francisque Poulbeau, qui était un de ses amis à Montmartre. Et Francisque Poulbeau peignait les petits enfants parisiens de Montmartre, les Poulbeau. J'ai vu aussi, entre autres, un magnifique tableau de Montmartre sur la neige peint par Maurice Utrillo. Ah, Maurice Utrillo. Ah, d'accord. J'ai vu des sculptures magnifiques aussi. J'ai vu des choses extraordinaires chez Anna. Hein. Et tout ça, ça a été dispersé à son décès. Après, mon père, elle avait demandé à mon père, qui était grand et costaud, de poser pour un de ses tableaux, puisqu'elle les refaisait de mémoire. Et donc, j'avais assisté donc à cette représentation où
Elle regardait mon père frapper avec un bâton. Il y avait aussi un chien qui était le chien de ma copine et qu'on reconnaît bien sur le tableau. Tu disais l'autre fois que ton père en fait ressemblait un peu à un Allemand. C'est pour ça qu'elle le C'est-à-dire disait. que oui, parce que mon père était grand et il était chauve. Alors bon, il portait toujours quelque chose sur la tête. Et Anna avait dit, si c'est possible, il faudrait venir pour que je me mémore la frappe des Allemands avec un bâton. Voilà. Et donc il l'avait posé, il l'avait fait. Voilà, dans les années, je pourrais 70 peut-être, il me semble. Et c'est venu comment ce cours particulier Alors ma mère avait demandé à Anna, elle la connaissait très bien et elle savait que j'aimais beaucoup dessiner, donc elle lui avait demandé de me donner des cours de dessin. Anna avait aussi pour voisine une de ses camarades de camp qui était André Sud, qui habitait à quelques mètres de sa maison. André Sud, malheureusement, va mourir en 2003 et elle est enterrée aujourd'hui à Pongibon. Et aussi, pendant sa retraite, Anna va rencontrer Henri Vidal, un grand cinéaste, et il y aura une photo qui a été prise ici, juste à côté de sa maison. Oui, alors je connais une élève d'Anna, qui est une voisine de ma belle-sœur qui habite à Saint-Genès-Champanel, et donc qui a été en cours avec Anna. Et qui d'ailleurs disait, mais c'est pas possible que Anna Garcin soit parente avec Henri Vidal. Toutes ces élèves qui avaient, je sais pas, une dizaine d'années, s'étonnaient en voyant cette petite femme insignifiante, parente avec Henri Vidal, qui avait été un modèle de beauté. Et comment dire, il avait été élu Mister Monde. Ah oui. Et c'était un très bel homme. Donc tout le monde, apparemment, les filles disaient mais c'est pas possible, elle n'est pas parente. Anna Garcin-Maillade va léguer toutes ses œuvres à 3 villes. Celle de Brive, parce qu'elle était enseignante là-bas, et à Tulle, parce que son ami Popo était originaire de cette ville. Et aussi ici à Pongibon, dans le grenier où on a pu retrouver ses œuvres. D'accord. Et en parlant de ses œuvres, elle payait du coup certaines prestations. Oui, alors c'était une femme qui adorait les animaux, les chats en particulier. Les chats, mais pour différentes raisons. Et il lui arrivait très souvent, pour faire plaisir aux vétérinaires qui soignaient ces chats, de leur donner des tableaux, de peindre, soit de les faire poser, soit de leur faire des portraits de chats et les donner aux vétérinaires, entre autres. C'est son témoignage. Elle en a sûrement fait d'autres. Et Anna Garcin va mourir le 3 mai 1981 à 84 ans, ici dans sa maison familiale, et elle est enterrée aujourd'hui au cimetière de Pongibon. Madame, vous aimez énormément les animaux. Avez-vous envie de parler de votre chat? Oh, les animaux, c'est ma passion. C'est ma dernière chatte. Elle est malade, je la soigne comme on soignerait une personne. Ma pauvre petite chatte, et tous les matins je lui dis, ma pauvre mignonne, encore une journée passée ensemble. Je sais que je vais la quitter bientôt, mais j'en veux plus avec... Étant donné mon âge, c'est fini maintenant. Si j'avais un autre chat, vous pensez bien que il ne serait pas soigné comme je le soigne. C'est triste, vous savez, un vieillard qui a un animal. Et du coup, en parlant des chats, la vie des chats quand elle était revenue à Pongibon ou avant à Brive? À Brive, je ne sais pas si elle avait des animaux, sûrement, parce que elle était tellement amoureuse de chats, sûrement. Moi, j'ai connu ces chats à Pongibon, j'en ai connu plusieurs, et le dernier, entre autres, où elle avait demandé dans ses dernières volontés que si ce chat lui survivait, qu'il soit euthanasié et enterré avec elle dans son cercueil. Et ce sont donc mes frères qui ont fait la mise en bière de cette cousine Anna. Les pompes funèbres n'existaient pas à cette époque-là. Et mes frères qui étaient menuisiers ont mis le corps de Anna et ses chats
son chat à ses pieds dans son cercueil. D'accord, donc il y a un seul chat qui est enterré. Il y a un seul chat qui est... Alors, je crois qu'il y en avait un autre qui était empaillé, mais je suis certaine qu'il y en a au moins un. Peut-être deux, mais au moins un. D'accord. Pour rendre hommage à Anna, la ville de Pongibot a pu aussi donner son nom au collège de Pongibot. Alors on ne sait pas aujourd'hui si c'était dès l'ancien collège de Pongibot ou encore celui du nouveau qui était construit en 2011. Et aujourd'hui, je suis chef de projet de ces œuvres et je vais faire tout mon possible pour pouvoir les exposer dans une ville proche d'ici pour pouvoir toucher les jeunes. Alors pour finir cette vidéo, nous sommes quelle date? Nous sommes le 3 mai. Et le 3 mai, c'est du coup la mort de Anna Garcia-Mayad. Donc, c'est comme pour Pierre vire le jeu, où j'ai fait mon premier épisode, où on l'a sorti le 9 février, comme la date de sa mort. Donc, il est important du coup de vous parler de l'histoire, de vous le partager à travers ces vidéos, avec toutes les vidéos que j'ai faites, les shorts et les grandes vidéos sur des camps de concentration, sur des forts militaires. Donc pour moi, il est vraiment important de vous transmettre tout ça et aussi il est à vous de le partager en masse parce que l'histoire, il faut pas la perdre même si vous n'êtes pas auvergnat par exemple ou autre.